Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une série d'affaires assez récentes au Sénégal qui font pas mal de bruit. Oui, bonjour, des affaires qui sont relayées notamment par Sunugal24.net. Exactement. On parle d'allégations de mauvaise gestion, de fonds publics, d'enquêtes sur des personnalités de premier plan. On va essayer de décrypter un peu tout ça, les faits, les enjeux. Oui, ce sont des dossiers importants parce qu'ils touchent vraiment à des secteurs très différents. Le social, la défense, même la gestion de la crise Covid. Et derrière tout ça, il y a des questions de fond sur la gouvernance, la transparence au Sénégal. Alors commençons peut-être par le cas de Salimata Diop Dieng. C'est l'ancienne ministre de la Famille. Oui. Et là, les accusations sont assez lourdes. Elles viennent d'employer d'un projet, le PIDASH. C'est ça, le programme d'investissement pour le pôle des développements humains et social. Enfin, un nom un peu long, mais c'est pour la petite enfance. Voilà. Et ça passe par une lettre anonyme, donc ambiance tendue, j'imagine. Oui, et le cœur de l'affaire, si on en croit cette lettre, ce serait un conflit d'intérêts. Assez flagrant en apparence. C'est-à-dire ? L'ex-ministre aurait fait louer une villa pour abriter le siège du projet. Jusque-là, pourquoi pas ? Oui. Sauf que la villa appartiendrait à son gendre. Et ça, sans appel d'offres. Ah oui, d'accord. Via un prête-nom même. C'est mentionné ? C'est ce que dit la lettre, oui. Un certain Papa Daline Diaye serait le propriétaire officiel, mais le vrai bénéficiaire serait Matar Fall, le gendre. Et on parle de quel montant ? Alors, les chiffres avancés sont assez conséquents. Plus de 165 millions de francs CFA de loyer qui auraient été versés depuis 2019. Un loyer trimestriel de 7,2 millions, effectivement. Et les accusateurs y pointent quoi ? Une violation des règles. Oui, clairement. Ils parlent d'une violation des règles d'éthique, et notamment celle de la Banque mondiale, puisque c'est elle qui finance ce projet. Et justement, la Banque mondiale, son rôle est aussi questionné dans cette lettre. Oui, parce que la fille de l'ex-ministre Mame Fatou Mabake Dieng travaille pour la Banque mondiale à Dakar. Ah, d'accord. Du coup, la lettre s'interroge sur est-ce qu'il y a eu un manque de vigilance, une forme de complaisance, un silence ? C'est ça la question posée ? Et ce n'est pas tout, apparemment. La lettre évoque aussi d'autres marchés publics, douteux. Oui. Des marchés pour construire des structures préscolaires. Et là, les allégations sont graves. Projets inachevés, parfois dangereux, avec des risques d'effondrement. Carrément, donc en gros, les employés demandent des comptes. C'est ça. Ils appellent à entendre l'ex-ministre, mais aussi le directeur local de la Banque mondiale sur tous ces points. Bon, ça fait déjà un dossier chargé. Mais ce n'est pas le seul. Une autre affaire concerne cette fois la défense nationale. Un marché d'armement de 45 milliards de francs CFA. Absolument. Et là, c'est le parquet national financier qui a ouvert une enquête. Confié à la DIC, la division des investigations criminelles. C'est du sérieux. Tout à fait. C'est l'unité spécialisée pour ce genre d'affaires complexes. Les soupçons sont lourds. On parle de surfacturation, de favoritisme, peut-être même de blanchissement d'argent. Et l'enquête cherche à faire quoi exactement ? À clarifier comment ce marché a été attribué, qui sont les vrais bénéficiaires derrière les sociétés impliquées, et bien sûr, à suivre les flux financiers, savoir où est allé l'argent. C'est un secteur ultra sensible, la défense. Oui, et ça arrive dans un contexte où les nouvelles autorités affichent une volonté de transparence accrue sur les dépenses publiques. Donc, un dossier à suivre de très près. Et on enchaîne avec un troisième cas qui touche cette fois à la gestion des fonds Covid-19. Sophie Gladima, l'ex-ministre des Mines, est en détention provisoire. Oui, elle a été incarcérée, soupçonnée d'un détournement présumé de 73 millions de francs CFA. Des fonds qui étaient destinés à quoi à l'origine ? Alors, ils étaient prévus pour créer un centre gravimétrique à Kédougou. C'est une installation pour des mesures géologiques, disons. Et le problème, c'est que ce centre... D'après le rapport de la Cour des comptes, il n'a jamais été construit. Pourtant, le prestataire aurait été payé. C'est là le hic. Mais Sophie Gladima, elle ne se laisse pas faire, elle contre-attaque sur le plan judiciaire. Tout à fait. Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté provisoire. Leur défense repose sur plusieurs points. Lesquels ? D'abord, ils disent qu'elle n'a fait qu'approuver les contrats initiaux, pas les ordres de paiement effectifs. Ensuite, ils estiment qu'elle n'était pas directement mise en cause par le premier rapport de la Cour. Et il y a aussi cet argument technique assez pointu sur la procédure BAB. Oui, c'est peut-être leur argument massu. Ils accusent la Cour des comptes d'avoir commis une grave erreur. Ah bon ? Comment ça ? En se basant sur un ancien décret de comptabilité publique pour fonder ces accusations. Or, ce décret aurait été abrogé et remplacé en avril 2020 avant les faits reprochés, selon la défense. D'accord. Donc, si cet argument est retenu, ça pourrait changer la donne pour elle. Ça pourrait potentiellement fragiliser l'accusation, oui. C'est une bataille juridique qui s'annonce complexe. Et on ne peut pas ignorer la dimension politique de tout ça.
Sophie Gledima, c'était une figure du régime précédent, celui de Macky Sall. Bien sûr, ces affaires éclatent dans un climat politique particulier, celui de l'après-alternance, avec cette idée de reddition des comptes qui est souvent mise en avant. Donc ces trois affaires, même si elles sont distinctes, Salimata Diop-Dieng, le marché d'armement, Sophie Gledima, elles illustrent bien ces tensions récurrentes au Sénégal. Les tensions autour de quoi, principalement? Autour de la gouvernance, de la gestion de l'argent public et de cette obligation de rendre des comptes. On voit que les institutions judiciaires et d'enquête, le parquet financier, la DIC, la Haute Cour de justice potentiellement, sont activées sur des dossiers sensibles. Et ce qui est frappant peut-être, c'est la diversité des secteurs touchés. Oui, et comment ces affaires, finalement, mettent à l'épreuve la solidité des procédures de contrôle face aux urgences, comme la crise Covid, ou face aux zones grises entre les réseaux personnels et les fonctions officielles. Donc, si on essaye de résumer les enjeux clés qui ressortent, on a des conflits d'intérêts potentiels, des soupçons d'utilisation abusive de fonds publics dans des domaines variés, la remise en question des processus de marché public. Exactement. Et tout ça sur fond de batailles juridiques qui s'annoncent serrées avec une dimension politique évidente. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large pour conclure. Oui. Quelle est l'efficacité réelle, au fond, de tous ces mécanismes de contrôle, de reddition des comptes, pour prévenir ce genre d'abus présumés? Abus de confiance, abus de ressources publiques, surtout dans des moments de transition politique ou quand on affiche fortement une volonté de bonne gouvernance. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Une question ouverte, en effet. Est-ce que les systèmes sont assez robustes pour résister aux pressions et garantir une gestion saine? Voilà. C'est une interrogation qui demeure, je pense, au vu de ces différentes affaires qui émergent.